Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 22 juin 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de XRP Healthcare, de Hedera HBAR et pour terminer d'une plateforme qui s'appelle YouHolder et la petite minute complotiste que je n'ai pas fait depuis un certain temps. On va commencer directement l'actualité par l'actu générale sur l'économie et on voit que les analystes prévoient une pénurie d'argent, une hausse des prix alors que les consommateurs se tournent vers les inventaires secondaires en diminution, en baisse. Alors, en fait, on a un analyste qui s'appelle Peter Croft qui écrit un livre qui s'appelle The Great Silver Bull qui croit, qui en analysant dit tout simplement que la demande augmenterait depuis un moment avec presque la même offre. Donc pour lui, on connaît le principe, si les demandes augmentent et que avec presque la même offre, eh bien, les prix vont flamber. L'argent maintenant sur la même fourchette de prix, une enquête plus approfondie l'a conduit à conclure que les grands consommateurs d'argent étaient en train de puiser dans les stocks disponibles hors sol correspondant au plus grand marché à terme de l'argent, c'est-à-dire le COMEX, NBA et Shanghai, et aux fonds négociés en bourse, les ETF, étant donné que ceux-ci ont vu leur stock diminuer de 40% en moyenne. Alors il explique ça comment? Il dit que eh ben voilà, les stocks disponibles hors sol s'effondreront dans 12 à 24 mois, préparant le terrain pour que les prix de l'argent explosent alors que les pénuries affectent l'offre du métal précieux. Alors, moi, ça fait longtemps que j'en parle, que de toute façon l'argent va à un moment donné exploser dû par sa rareté, parce qu'il est beaucoup demandé. Il faut savoir que l'or l'argent, on l'utilise énormément dans l'industrie, que ce soit le médical, dans les composants électroniques, dans beaucoup de choses. Et du coup, il y a quand même une grosse demande. Et les mines d'argent, ça se trouve pas du jour au lendemain non plus. L'extraction, c'est pareil, c'est assez long. Et eh bien, je pense que ça va exploser. Moi, personnellement, je suis sur Gold Avenue où j'achète des pièces et vous pouvez vous faire livrer. Ou alors, vous pouvez aussi, tout simplement, comme moi je fais, les laisser dans le coffre et ça vous permet c'est gratuit jusqu'à 9 999 euros de la garde du coffre. Bien sûr, faut savoir que sur les pièces, vous payez des primes plus importantes que sur les lingots ou les lagotins. Mais ça, après, c'est à vous de voir si vous les laissez en coffre ou si vous vous faites livrer tout simplement des pièces. Faut savoir que les pièces, c'est quand même plus facile à changer euh, que, euh, que l'or, que le lingot ou le lingotin. On continue et on a l'économie des États-Unis qui se dirige vers un cycle de faillite des entreprises qui ferait grimper le chômage. Alors effectivement, il y a déjà beaucoup. Faut savoir qu'ils ont une astuce là-bas. Ils considèrent les emplois à mi-temps. Les gens qui n'ont pas les papiers, ils les mettent aussi dans comme si c'était des gens qui travaillaient, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, les migrants par exemple qui travaillent sans papier, ils les incluent dans les statistiques. Donc effectivement, c'est plus facile d'avoir un chômage bas. Il faut savoir que là, il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite. Alors après, il y en a qui mettent la clé sous la porte et il y en a qui déménagent aussi. C'est-à-dire que en fait, ils vont tout simplement dans des endroits où les coûts sont moins chers. Il y en a beaucoup qui vont au Mexique, il y a des entreprises qui vont au Mexique, il y a des entreprises qui vont en Inde, il y a des entreprises qui vont en Malaisie, à Singapour, etc. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de faillites et donc le chômage, c'est pas bon pour le chômage. On a Elon Musk qui a tout simplement fait ses demandes de licence d'État pour son projet de paiement avec eh bien, son réseau social X. On continue, alors là c'est hallucinant, on a le Labor Tape HBC, c'est-à-dire que les banques et gestionnaires d'actifs, y compris HBC Holding et BlackRock,
qui aide à finaliser les propositions de politique de logement et d'énergie du Royaume-Uni qui pourraient constituer des éléments clés du programme de croissance du Labour Party. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs partis aux États-Unis, qu'il y a des élections le mois prochain, et Labour Party fait partie des partis politiques qui peut-être peuvent gagner, en sachant qu'il y a aussi Farage qui peut peut-être gagner. Mais ce qui est hallucinant, c'est que le programme, en fait, il est dicté par des entreprises privées. C'est eux qui aident, voire qui peuvent même influencer très fortement les politiques. Donc on voit que c'est des lobbies privés qui, tout simplement, qui finalisent un peu comme, je pense que vous le savez, en France, McKinsey, qui conseille l'Élysée. On continue, on a l'Iran qui fait son projet de CBDC en projet pilote actuellement, en sachant que si on regarde sur le CBDC Tracker, c'est déjà en création depuis 2018, actuellement c'est en proof of concept, ça va passer en pilote, et ça a été achevé, la phase pré-pilote a été achevée le 23 mars, que je vous dis pas, non, pardon, le 6 mars 2023. En sachant que c'est un pays des BRICS. On continue et on a l'échelle mondiale, les banques centrales qui prévoient d'acheter encore plus d'or de réserve en 2024. Donc ils ont de moins en moins confiance au dollar et ils achètent encore un peu plus d'or, tout simplement, surtout l'Inde qui achète beaucoup. Et bien ça prouve que... alors pour moi, il y a tout simplement parce qu'ils veulent faire une tokenisation des actifs numériques basés sur l'or, je le vois comme ça, et aussi pour se protéger par rapport aux monnaies fiat qui bien perdent de la valeur. Ils se protègent en achetant de l'or. On a la banque suisse qui procède à une nouvelle baisse des taux d'intérêt. C'est la deuxième et bien écoutez, c'est une bonne nouvelle pour nous en crypto parce qu'en fait on a la BCE qui l'a fait et maintenant on avait aussi le Danemark, on a le Canada et maintenant on a la Banque centrale suisse. On n'attend plus que les États-Unis. En parlant des États-Unis, on a les États-Unis qui ajoutent le Japon à sa liste de surveillance des devises en tant que partenaire commercial. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés avec le yen, et donc ils l'ont ajouté, le Japon, à leur liste de surveillance, tout simplement aussi parce que, comme je vous ai déjà dit, le Japon a énormément d'obligations américaines, donc ils sont un petit peu en panique. Si jamais tout est vendu, comme les Chinois l'ont fait récemment. Voilà. Et là, on rentre dans des choses assez intéressantes. Je vais essayer de le traduire en français. C'est pas sûr qu'on peut. Hop. Ça se passe en Russie. Alors c'est Yahoo Finance, on a Tatiana Bakalchuk qui a gagné des milliards en vendant, si vous voulez c'est un peu comme Amazon, elle a fait un espèce d'Amazon ou Alibaba si vous voulez, et sur son marché en ligne, et maintenant c'est la femme la plus riche de Russie qui fait un pivot surprise, et elle va tout simplement aider à isoler l'économie des sanctions en construisant une alternative au système de paiement mondial dont les grandes banques russes ont été exclues. Donc en fait, elle va aider pour tout simplement contourner le système. Elle va aider la Russie pour contourner le système SWIFT, en sachant qu'elle est déjà assez innovatrice dans ce domaine depuis longtemps. Elle connaît bien les paiements. Voilà, et je crois qu'elle va s'associer avec une banque, si je me souviens bien, c'est VTB. On va justement regarder ça. Il faut savoir que Wilberry, c'est la société justement de cette dame. Et VTB et Wilburys lancent un nouveau système de paiement VTB Pay. Donc elle utilisait le système de paiement de cette banque VTB Pay. Ça, c'était en 2021. Là, elle ne passait pas par le réseau SWIFT.
Et VTB fournira, alors ça c'est un article de 2021 bien sûr, VTB fournira aux clients du marché un paiement sécurisé pour les achats sans confirmation supplémentaire. L'utilisateur n'a besoin de lier sa carte VTB qu'une seule fois dans son compte personnel sur le site web ou dans son application mobile Wildberries. L'intégration du nouveau système de paiement dans la plateforme de négociation et dans le programme de fidélité existant permettra à Wildberries de réduire le coût d'acceptation des paiements ainsi que d'augmenter leur conversion. Alors je pense qu'il y a des, j'ai cherché, je pense qu'il y a des liens de toute façon entre cette banque VTB et aussi le système de Ripple. En tout cas, il doit y avoir des liens avec RippleNet. Et une chose qui est assez, on va continuer. Et là, on voit pour l'Afrique, c'est la même chose. Donc Wildberries, cette dame russe là qui a cette société, Wildberries et Rus Group vont créer un système de paiement qui contourne Swift pour régler en roubles. J'ai pas eu le temps de faire des grosses recherches pour voir, mais je suis certain qu'il y a. Faut par contre aller chercher. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps puisque moi je travaille. Je peux pas faire que de fouiller, mais je pense qu'il y a des liens entre Ripple et ce système. Je vais chercher au niveau de VTB et Rus Group pour voir quels sont les liens, parce qu'il y a des liens assez étranges avec par exemple le PDG de VTB. On a cette société de conseil Go Omni avec Efim Aldukov. J'ai déjà vu, trouvé un petit peu de liens avec Ripple ou avec des financements de Ripple. On verra ça à la prochaine vidéo. On continue. Alors ça on l'a vu, c'est le système de paiement qu'ils vont faire donc en Afrique où on n'utilisera pas, et ça c'est pas bon non plus pour le dollar. Une autre chose sur ce VTB, vous voyez VTB rouble, alors c'est rouble, et il y a possibilité de l'échanger avec le XRP. On continue. Et là, c'est la BIS qui tout simplement nous met la puce à l'oreille. On sait déjà depuis longtemps si vous suivez la BIS, mais new type. Alors je peux pas vous je peux vous le traduire, mais ce qui est important c'est cette phrase. On va essayer de vous la traduire. Donc ça c'est sur 2023, c'était le système, il faisait un PDF sur le système, ça date de fin 2023, et on a un nouveau type de finance, d'infrastructure de marché, et là il met bien, c'est le ledger unifié qui pourrait capturer tous les pleins bénéfices de la tokenisation en combinaisant les monnaies de banque centrale et les actifs tokenisés et les assets tokenisés sur une plateforme programmable. Voilà. Donc là, il vous annonce la couleur sur le ledger unifié. Je vous rappelle que le ledger unifié va permettre une interopérabilité avec après plein de réseaux qui seront dessus. Voilà. On va maintenant parler de Ripple. Alors, on a le juge californien qui rejette une partie du civil du procès civil contre Ripple. Et alors, en fait, il a rejeté les 4 recours collectifs contre Ripple, c'est-à-dire les 4 recours. Mais par contre, il a permis à un État de poursuivre son procès. Donc là, la saga continue, on peut franchement écrire, je pense que sur Netflix on peut faire un super film, et il faut savoir que c'est la Californie qui pourra, elle, continuer à faire une poursuite civile sur des réclamations de titres contre le PDG de Ripple. Alors, on va juste regarder là, c'est assez marrant quand même. Voilà, le demandeur a allégué que Brad Garlinghouse a violé les lois sur les valeurs mobilières de Californie en professant être très très long sur XRP, tout en vendant simultanément des millions de XRP sur divers échanges de crypto-monnaies tout au long de 2017 quand il y a eu, vous savez, le bull run. Alors, moi déjà la première question que j'ai c'est comment ça se fait que Ethereum, ils ont fait exactement, ils ont vendu plus que des millions, vraiment, vraiment beaucoup plus, et eux,
ils ont aucun problème. C'est-à-dire que, comme il s'appelle Vitalik, il a fait exactement la même chose et eux, ils ont aucun procès aux fesses et Ripple fait ça et ils ont plein d'attaques. C'est vraiment on voit quand même bien la corruption du truc, quoi. Donc moi, je reste quand même persuadé, personnellement, il y a un FUD qui est fait exprès. On s'attaque au XRP, mais je pense que c'est dans l'agenda, c'est voulu, c'est que pour que les gens sortent, tout simplement. Et je pense aussi c'est surtout que s'ils sont pas prêts, ils font retarder jusqu'à ce que toute la machine soit prête. Et ensuite, je pense que ça va se décanter. Je pense que la machine, elle est vraiment presque prête. Mais là, on voit que ça peut continuer avec eh bien, cette petite affaire. Et eh bien, c'est pas fini. En tout cas, on peut voir quand même, j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé des anciens, on voit quand même qu'il y a un acharnement, regardez. Ça, c'était justement en 2000, que je dis pas de bêtises, c'était en 2018. Il y avait la CoinMarketCap qui supprime les échanges en Corée du Sud de Ripple. Et donc, il y a la market cap qui a perdu 20 milliards. Ça, c'était en 2018. Et il prétexte en fait que c'est tout simplement parce que les prix de la monnaie étaient plus fortes à l'époque dans le marché asiatique, surtout en Corée. Et donc, par rapport à l'arbitrage, ils ont dit qu'ils supprimaient. Ce qui est marrant, c'est que il faut voir que ça a été juste supprimé juste après que Ripple soit devenue la deuxième capitalisation en termes de volume et qu'elle est passée au deuxième rang juste devant eh bien, Ethereum et qui se rapprochait même du Bitcoin. Et c'est à partir de là qu'il y a eu ça. Et là, par contre, ça a fait vraiment dropper eh bien, le prix du XRP. Après, il n'y a pas eu que ça, hein. Vous en avez d'autres choses, comme par exemple là, on avait MoneyGram qui a décidé d'arrêter tout simplement son partenariat avec Ripple. Et ça a fait aussi très mal à Ripple, en sachant quand même que Ripple payait pour utiliser, enfin pour que MoneyGram l'utilise. Il faut quand même savoir que c'est Ripple qui avait quand même payé, et on sait qu'après MoneyGram ça a été transformé, donc c'était plus le XRP qui utilisait, mais c'était Stellar. Voilà, en tout cas ça a fait aussi mal au niveau du FUD pour XRP. Donc on voit que depuis 2017-2018, il y a vraiment des attaques parce que là, il y avait pas, si vous voulez, MoneyGram était payé pour le faire, donc il n'y avait pas d'intérêt forcément, sauf effectivement par rapport ensuite au procès, où là effectivement ça pouvait, ils ont peut-être une hésitation par rapport au procès, et le fait que Ripple soit en procès, ça peut effectivement eh bien calmer MoneyGram, mais sinon ils étaient payés pour le faire, et tant qu'ils étaient en procès, ils pouvaient aussi l'utiliser puisque le procès n'avait pas été conclu. Donc on peut quand même, tant que un procès n'est pas conclu, on ne sait pas qui est coupable ou pas, et donc on peut continuer les choses légalement, logiquement. Juste vous avertir, alors là on va juste regarder, on voit qu'il y a une progression toujours au niveau des AMM, on voit une progression, on est à 8, si je vous dis pas de bêtises, 8 712 000, je crois que c'est ça, non? En tout cas, il y a une forte progression depuis et ça continue à monter. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et attention, le stablecoin n'est toujours pas mis pour l'instant. Donc attention, si vous voyez des poules de liquidité avec le stablecoin, n'allez pas dessus, c'est des scams. N'allez surtout pas dessus pour l'instant. Il n'y a pas d'annonce officielle. Une dernière chose, la récente révélation de Ripple a secoué l'armée
XRP qu'il a découvert par le biais d'une entreprise. Ripple prévoit de conserver une grande partie de XRP, 25% de l'offre totale de XRP. Cette décision signifie que Ripple conservera 25 milliards de jetons XRP, évalués à environ 12,5 milliards pour soutenir ses opérations et idéalement générer des bénéfices. Étant donné que seulement 100 milliards de jetons XRP seront émis, cette rétention représente une part énorme de l'offre totale. Donc le document souligne également que Ripple ne facture pas l'utilisation de son réseau car il n'est pas un fournisseur de services financiers. Alors après, si c'est pour être utilisé pour améliorer le XRP Ledger, pour des stratégies de marketing, etc., je pense que c'est pas une mauvaise chose. Voilà, pour moi, si c'est utilisé à bon escient, ça me pose pas de problème. Avec les 75 autres pourcents, on peut, si ça se développe, on en sera de toute façon gagnant. Alors, je ne sais pas si vous savez, Consensus qui poursuit toujours la SEC, on a aussi, il faut le savoir que Ethereum, eh bien, ils ont arrêté les requêtes, la SEC, sur Ethereum, donc déjà ça prouve un peu quand même la corruption de malade, en sachant que lui Ripple il y a tout, on l'attaque, et Ethereum qui est quand même un petit peu suspicieux, eux, il n'y a pas de problème. On a même Gary Gensler qui va vous dire que l'ETF Ether pourrait être approuvé en septembre, dit Gary Gensler de la SEC. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On voit vraiment que il y a une justice, mais qui n'est pas la même. Ça me rappelle un petit peu une justice pour les pauvres et les riches. C'est un peu la même chose. Voilà. Donc bon. Au moins, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça montre quand même, pour les gens qui sont dans l'univers de la crypto, ça réveille un petit peu sur la SEC. On voit qu'elle est complètement corrompue, et eh bien ça va réveiller un petit peu des gens. Je pense que à un moment donné il va y avoir le retour de bâton, ça commence déjà, parce que là la corruption elle est vraiment visible, on ne peut pas ne pas la voir, puisqu'il y a des justices à deux vitesses. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est ce qu'on appelle le FSB. Alors, qu'est-ce que le FSB? En fait, c'est tout simplement un conseil de stabilité, mais qui est très important. Le Financial Stability Board, qui est un organisme international qui promeut la stabilité en fait financière. Et ils abordent des thèmes comme par exemple la numérisation, le changement climatique, même si moi j'y crois pas, et les modifications de l'environnement macroéconomique, entre autres. Et donc en fait ils publient toujours un rapport annuel avant les sommets, le summit du G20, toujours, et on voit quand même que, alors on n'a pas traduit, on peut pas le traduire, mais en résumé, moi ce qui est intéressant, on peut voir que là ils veulent essayer d'améliorer les paiements transfrontaliers, aussi la résilience des banques intermédiaires et des gens non bancarisés, et puis aussi ce qui est assez important, alors le climate change, tout ça, pour moi ça ne m'intéresse pas, mais ce qui est vraiment important, c'est les paiements transfrontaliers, et aussi pour les personnes non bancarisées et les intermédiaires financiers. Voilà. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont vraiment un rôle quand même important. C'est eux qui font un petit résumé chaque année pour le sommet du G20. D'ailleurs, si on regarde sur le conseil d'administration, on voit un petit peu tout quand même. C'est quand même du costaud. Les membres du FSB, c'est vraiment... alors, il y a tous les pays, bien sûr. Et on voit, il y a la BIS, il y a l'ECB, c'est-à-dire l'Europe Central Bank. Vraiment, il y a du costaud. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. On a aux USA, on a Gary Gensler, qui est le président de la SEC. Et là, c'est assez intéressant. On a Michael Barr, qui est
le vice-président de la supervision des gouverneurs de la Réserve fédérale. Et il faut savoir que cette personne, c'est en fait tout simplement un ancien conseiller de Ripple. Donc c'est quand même à noter. On a, alors après, on peut voir quand même que voilà, ils sont Ripple, c'est pas pour rien que vous avez beaucoup d'anciens conseillers de Ripple qui, c'est comme une toile d'araignée, qui sont un petit peu partout et dans le sens inverse aussi. Comme vous voyez, il y a des gens qui étaient dans le système traditionnel et qui étaient à la Maison Blanche, qui sont même passés du côté de Ripple. C'est interchangeable des deux côtés, mais on voit qu'il y a des grosses connexions et c'est affiché, c'est pas caché, c'est juste il faut faire un petit peu des recherches. Après moi je regarde aussi au niveau eh bien de la gématrie, et quand je regarde au niveau de la gématrie, par exemple, on va essayer de chercher Klaas Knot, qui est tout simplement le président de FSB. Et quand je regarde en gématrie, alors gématrie, bon, pour les gens qui ne savent pas, mais c'est tout simplement les numérologies, c'est-à-dire que les mots correspondent à des chiffres, et voilà. On avait vu que c'était Monsieur Knot qui est le président, et là on voit Ripple et Knot. Alors quand vous lisez comme ça, il n'y a aucun rapport, mais si vous le faites en gématrie, vous comprendrez qu'il y a des rapports. Comme tout à l'heure ce que je vous ai présenté avec la Russie, avec leur système pour le SWIFT, ou avec la dame la plus riche, c'est Wilbury, sa société, et on voit là, vous allez me dire ça n'a aucun rapport, c'est une crème pour le corps, mais on voit Wilbury Ripple, et en fait non, si vous faites en gématrie, vous verrez que ça a un lien. Voilà. J'ai terminé pour le XRP. Juste une petite nouvelle sur XRP Healthcare, qui en fait a sorti son dernier magazine. Je vous le laisserai en lien. Vous avez le nouveau magazine qui a quand même 100 pages. Je vous laisserai en lien. Vous pourrez actuellement regarder les pages. Il y a des choses intéressantes si vous êtes en tout cas propriétaire de jetons XRP Healthcare. Je vous rappelle que vous pouvez faire du staking sur leur application, et c'est assez intéressant au niveau des pourcentages d'API. On va maintenant passer à HBAR. Et on a HBAR qui s'associe à We Are Developer World Congress, et ils vont être speakers. Vous regardez, il y a vraiment du gros monde sur We Are Developer. C'est le plus gros forum en fait des développeurs. On va regarder, je crois qu'ils le disent. Hop. Mais au niveau du partenariat et des personnes, voilà, il y a 15 000 développeurs, 8 000 compagnies, 500 speakers et plus de 40 000 mètres carrés d'espace. Donc c'est quand même assez important pour les blockchains d'aller sur ces endroits, et ça va se passer logiquement en juillet, et on a Hedera qui va faire speaker et bien là-bas. Et en fait on a Hedera qui essaie d'attirer aussi les développeurs dans son écosystème, et on le voit parce qu'en fait ils essayent de se mettre dans là on voit que l'initiative Hedera et la blockchain qui se mettent en partenariat avec Blockchain Fondation. On a aussi la fondation HBAR qui rejoint la Nordic Blockchain Association, et c'est pareil, c'est pour pouvoir se mettre en relation avec, là c'est Nordic Blockchain, c'est une association en fait on va regarder ça, qui simplement met en rapport, il y a beaucoup de partenaires. Il y a quand même du lourd au niveau des partenaires, vous voyez, tous les partenariats, il y a des gens, il y a des sociétés, et ça permet en fait de mettre en relation avec des entreprises communautaires. Il faut savoir que par contre Hedera, eh bien c'est payant.
C'est-à-dire que pour faire partie de la Nordic Blockchain Association, c'est pas gratuit, c'est Hedera qui paye. Mais je pense que s'ils payent, c'est qu'il y a, derrière, ça va leur ramener des choses. Donc on voit qu'en fait, ils essayent en fait d'attirer, on voit que Hedera essaie d'attirer les développeurs sur leur blockchain et de renforcer tout simplement l'adoption sur leur blockchain. On voit aussi qu'il y a eu une campagne récemment qui a été faite début juin où en fait c'était SaucerSwap qui a fait cette campagne où en fait pour avoir plus de liquidité etc vous pouvez mettre des hashbars, vous pouvez mettre aussi d'autres, vous pouvez bien sûr mettre du SaucerSwap, j'en ai déjà parlé beaucoup du SaucerSwap, je pense que il va vraiment encore monter et c'est un bon plan pour moi. C'est vraiment SaucerSwap, c'est un peu comme Jupiter. Je pense que même si j'aime pas Solana, je pense que Jupiter, il va y avoir tellement de choses dessus que obligatoirement ils vont gagner de l'argent. Jupiter va prendre de la valeur aussi. Et bien là SaucerSwap c'est pareil, son token prendra de la valeur et là on a les API. On voit quand même que par exemple HBAR Sauce, on avait un API assez intéressant. Donc ça c'est l'argent que vous pouvez mettre sur des pools de liquidité qui vous ramenaient de l'argent. Je crois que ça se termine fin juin. Donc je pense que c'est déjà terminé, je pense, ou ça va être terminé. Mais en tout cas, il y a des efforts pour amener de la liquidité sur la blockchain Hedera. Eh bien, j'ai fini, il me reste plus qu'à vous parler. Alors j'ai fini pour Ripple, mais quand même vous dire qu'il faut rester sur le XRP. En tout cas il faut essayer de rester de garder le moral. Franchement on est presque à la fin. Le prix il est dégueulasse, mais ça permet à des entités aussi de rentrer, des baleines de rentrer, et je pense que à un moment donné ça va se décanter. Il faut juste être patient, prendre le XRP comme quelque chose de très long terme. Et pour moi, où je vois des choses, c'est que je vois en fait, je regarde pas le prix pour l'instant, sauf pour l'acheter quand il descend comme actuellement. Même si actuellement, je vous avoue que je fais un petit DCA sur le XRP, mais je privilégie actuellement d'autres cryptos. Il y a 3 cryptos où franchement maintenant j'essaie d'investir à fond dedans depuis quelques mois. C'est Dimitra, c'est Telcoin et c'est SHX. Pour moi c'est les 3 que vraiment actuellement j'essaie de privilégier, mais je fais toujours un tout petit DCA sur le XRP parce que pour moi c'est vraiment ma crypto déjà préférée et celle qui pour moi sera vraiment le cœur de l'écosystème du nouveau système financier, et je veux pas rater ça. Et voilà, donc au niveau des choses quand même qui sont positifs malgré le prix, c'est quand même qu'on a peut-être la possibilité d'un règlement au mois de septembre. On a peut-être la possibilité l'année prochaine ou peut-être en fin d'année, on ne sait jamais, d'un ETF. On a l'arrivée des stablecoins. On a aussi un président américain qui va, s'il est élu, Trump, qui va être pro-crypto. Vous mettez ça, tout ça cumulé, mélangé avec des réglementations en plus qui vont privilégier le stablecoin de Ripple. Et je pense que tout ça c'est plutôt bon signe. À un moment donné, ça va se décanter. Ils peuvent, l'élastique, ils le tirent, ils le bloquent, mais à un moment donné, il faudra bien que ça lâche. C'est juste qu'il faut, en tout cas c'est mon avis, ne pas être que sur l'XRP, il faut essayer de gagner aussi un petit peu de sous ailleurs. Voilà, mais après il y a des gens qui peuvent être, chacun sa façon de faire. Voilà, moi justement en parlant de ça, je vais vous présenter comment j'essaye, puisque je gagne pas des milliards, comment j'essaye d'augmenter mon portefeuille. Alors évidemment je ne suis pas conseiller financier, je vous montre juste moi ce que je fais, mais après c'est à vous de prendre vos propres décisions. Je vous
vraiment juste ma stratégie. Personnellement, j'utilise YouHolder pour faire en fait un effet de levier. Je parle pas de trading, je parle juste que moi je mets en collatéral sur cette application qui est assez connue d'ailleurs, YouHolder, ça fait pas mal de temps. En fait, j'emprunte, je mets en collatéral justement mon XRP. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais en tout cas moi je mets du XRP que j'ai. Alors bien sûr je mets une partie, je mets pas tout, et j'emprunte. Alors je n'emprunte pas d'euros ni de dollars parce que si vous empruntez, il faut bien comprendre que vous allez être imposable puisqu'il y a une conversion. Donc moi ce que je fais sur YouHolder, c'est que je mets en collatéral mes XRP et j'emprunte de l'USDT, voilà. Ou je peux emprunter aussi d'autres crypto-monnaies si je veux, mais j'utilise l'USDT et après je choisis la monnaie, enfin la crypto que je veux, c'est-à-dire que je mets en collatéral le XRP, je reçois des USD, les prêts sont de 1 mois, vous pouvez faire plusieurs prêts, si bien sûr il faut avoir le collatéral derrière, et après bien sûr vous pouvez voir votre TVL. Moi personnellement ma stratégie c'est 70% que je prends de TVL, et le prêt est sur 1 mois. Voilà, le prêt sur 1 mois. Vous avez voyez ici un calculateur pour voir selon ce que vous prêtez. J'ai des frais journaliers, c'est-à-dire que j'ai des frais, un petit peu de frais journaliers qui me retirent en USDT justement, qui vous retirent, et on voit que les frais, vous voyez là, c'est 28% d'APR. Ça correspond à 0,07%, je crois, par jour, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je fais ça quand je sais que la crypto elle est basse et qu'elle va monter dans le mois. Il faut savoir que vous pouvez arrêter le crédit quand vous voulez, vous pouvez le rembourser quand vous voulez. Par contre, vous avez 1 mois, et attention, si la crypto-monnaie baisse grave, vous allez être obligé de rajouter du collatéral, sinon vous perdez votre crédit crypto, et à ce moment-là, en plus de ça, ils vont être obligés de rajouter, et ensuite vous allez être imposable parce qu'après il y a un rachat en USDT et ça en euros ou autre, donc vous allez être imposable. Donc c'est important, eh bien, de ne pas. C'est pour ça que je prends un 70%, je prends pas un 97% aussi. Et ce que je fais donc, c'est simple, quand il monte d'un certain pourcentage, eh bien, je revends tout, je rembourse mon prêt, c'est-à-dire que ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de voir une crypto qui va monter dans le mois. Bien sûr, je ne suis pas Nostradamus, j'essaie de voir les tendances, et si cette crypto monte dans le mois, quand une a bien descendu, vous voyez, quand elle est dans les mouvements de correction, eh bien, j'essaye justement d'emprunter cette crypto, et ensuite, quand ça remonte, eh bien, je revends, et je récupère mon collatéral de XRP, que je revends aussi un petit peu, et comme ça m'a fait un effet de levier, j'ai gagné plus que si j'avais tradé juste avec mon panel de XRP, en imaginant que j'ai mis 5000 XRP en collatéral par exemple. Eh bien, si j'avais pas mis en collatéral, j'avais utilisé juste le trading, j'aurais peut-être gagné, je sais pas, 2000, en imaginant 2000 XRP. Là, en ayant l'effet de levier, en ayant eu eh bien ce prêt de plus de XRP, eh bien ça me permet de gagner plus. Voilà, c'est en tout cas ma stratégie. Mais attention, c'est quand même assez risqué. Il faut pas être trop gourmand non plus, pas attendre forcément le dernier moment des 30 jours pour vendre. C'est toute une stratégie, mais je vous présente voilà une façon pour moi, parce que si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais pas besoin de faire ça, mais il me faut un effet de levier. Et le trading, honnêtement, le trading avec effet de levier, où vous pouvez être liquidé, etc. Si vous faites des gros effets de levier, c'est pas pour moi. Je suis pas assez bon là-dedans. Avec des gros effets de levier, je fais pas. C'est trop risqué. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. Maintenant, je vais juste vous montrer
Juste la petite minute complotiste pour terminer. Voilà, elle va être très rapide. Vous avez cette personne qui s'appelle Roger Hawk et qui est né le 11 janvier 1956 à Roubaix et qui est mort le 8 septembre 2014. Il a mené une carrière de journaliste. Alors souvent, il était par exemple au Liban, il a été otage en 1987, etc. Et là, on peut voir. Alors, je ne sais plus où c'est marqué. Voilà. En 1989, il décide de devenir mercenaire des services secrets, principalement pour des raisons financières. Dans ses mémoires, il écrit « J'ai été rémunéré par les services secrets israéliens, c'est-à-dire le Mossad, pour effectuer des opérations en Syrie sous couvert de reportage. Il a également fait ses services à la DGSE française avant de devenir possiblement une personne d'intérêt pour la CIA. » Donc retenez bien ça. Et maintenant, on va aller dans vie privée. Marié à Daniel Landry Roger Hawk et par ailleurs le père de Vladimir Hawk, né de Rosanna. Voilà. En 2013, le magazine L'Express révèle qu'il est le père biologique, regardez bien, le père biologique de la députée Marion Maréchal, conçue avec Yann Le Pen, l'une des filles de Jean-Marie Le Pen. Marion a été reconnue après sa naissance par le conjoint. Donc en résumé, Marion Maréchal, son papa, était donc une personne juive, bon peu importe, hein, mais qui était en fait qui travaillait pour le Mossad et la DGSE entre autres. J'ai fini pour l'actualité et je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous revois mardi. À très bientôt. Ciao.